Quelle est la nature de la série des cosinus de racine de n sur n? Donc ça, c'est une vidéo que j'avais déjà faite, mais malheureusement, il y avait une petite erreur qui s'était glissée dans la vidéo, et c'était pas une erreur comme les autres, ça faisait vraiment... ça rendait vraiment tout le reste de la vidéo faux. Donc je recommence la vidéo, parce que il faut que toutes les vidéos soient sans erreur de raisonnement, sinon la chaîne ne sert plus à rien. Mais bref, ça c'est un exercice assez intéressant, parce que cette série, on ne sait pas si elle converge ou elle diverge, et pour prouver qu'elle converge, ce qu'on peut essayer de se dire, c'est que on peut essayer de voir si elle converge absolument, donc en essayant de majorer la valeur absolue du terme général. Mais on peut juste majorer la valeur absolue du terme général par 1 sur n. Et 1 sur n, malheureusement, ça diverge. Donc majorer quelque chose enfin majorer un terme général par quelque chose qui diverge, ça ne sert à rien. Ce qu'on pourrait essayer aussi de faire, ce qu'on m'avait dit dans la dernière vidéo, c'était qu'on pouvait aussi faire une transformation d'Abel. Mais pour ça, je crois qu'il faut montrer que la somme des cosinus racine de n, du moins les sommes partielles, donc jusqu'à n, et ben ça, il faudrait montrer que ça, c'est borné. Donc ça veut dire que la valeur absolue de ce truc est plus petit que quelque chose qui ne dépend pas de grand N. Et ça m'a l'air assez compliqué à montrer. Ça peut se montrer dans le cas où il n'y a pas la racine devant le n, mais avec la racine, c'est très compliqué. Alors, je vous invite à y réfléchir, mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner un plan. Et d'ailleurs, pour me faire pardonner de l'erreur que j'ai faite dans la dernière vidéo, je vais vous donner 2 méthodes pour résoudre l'exercice. Donc vous pourrez choisir dans les timecodes la méthode que vous préférez, ou bien les regarder toutes les deux. Ça va être comme ça vous apprendrez encore plus de choses. Et on va commencer sans plus tarder. Je vous ai mis des questions intermédiaires parce que ça peut être un peu déstabilisant, des exercices comme ça. Donc en fait, pour les 2 méthodes, l'idée, ça va être l'idée centrale dans les 2 méthodes, ça va être de comparer notre série à une intégrale dont on connaît la nature. Et en général, on prend l'intégrale associée à la série. Donc on va prendre l'intégrale... oui, c'est la série... bon, en général, la série, quand on dit série, ça va jusqu'à plus l'infini. Donc on va prendre l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de racine de t sur t. Et ça va être beaucoup plus aisé à calculer que la série. Et dans nos 2 méthodes, en fait, ça va être de majorer l'écart entre ceci de manière discrète et ceci de manière continue. Ça va être de majorer l'écart pour montrer que les deux séries, enfin les deux objets, série et intégrale, vont avoir la même nature. Donc pour la première méthode, je vous mets les questions intermédiaires. Donc d'abord, on va montrer que notre fameuse intégrale converge. Ensuite, on va montrer que qu'une certaine famille est sommable. Et puis à la fin, il n'y aura plus qu'à conclure. Donc on va déjà commencer par dire pourquoi cette intégrale converge. Donc ça, c'est par intégration par partie, hein. L'intuition derrière, c'est que, en fait, on a envie de montrer que enfin, pour montrer qu'une intégrale converge, on aime bien montrer qu'elle converge absolument, donc qu'elle converge en valeur absolue. Mais comme là, il y a un t au dénominateur, et ben les 1 sur t, ça va pas converger en valeur absolue. Donc on essaye de faire augmenter l'ordre du t qu'il y a ici. Donc pour ça, on va faire une intégration par partie. Donc on dérive une fonction et on intègre une autre. Donc ce qu'on a envie d'intégrer, c'est la fonction cosinus racine de t. Mais là, on voit qu'en l'état, on ne connaît pas de primitive de cosinus racine de t. En fait, pour primitiver des fonctions, enfin une composée de fonctions, il nous faut un u'. Par exemple, pour primitiver cosinus de u, ça on sait pas faire. Par contre, primitiver u' cosinus de u, ça on sait faire. Donc il nous faut le u' associé, enfin la dérivée de racine, qui est racine de t. Donc on peut le mettre ici. Et ça on sait primitiver. Et donc de l'autre côté, je fais en sorte de dériver ce qui complète le produit pour avoir cosinus de racine de t sur t. Donc la primitive de ça, c'est cosinus, enfin sinus justement, de racine de t divisé par 2, oui, parce que c'est un facteur près. Et là, ce qu'on a, c'est 1 sur 2 racine de t, en tant que pour la dérivée, avec un signe moins.
Et comme c'est une primitive... Non, c'est bon, tout est bon. Et donc, ce que nous dit le théorème d'intégration par partie impropre, c'est que le produit, l'intégrale de ce produit-là, converge, enfin, a la même nature, il nous faut d'abord les hypothèses. Donc l'hypothèse, c'est que le crochet converge. Donc le crochet, c'est ce qui est en biais, en diagonale, comme ça. Donc pour que le crochet converge, en fait, il faut juste vérifier que en 1, ça converge. Bon, il n'y a pas d'impropriété en 1, donc techniquement, on n'aurait pas besoin de vérifier, mais en 1, ça fait bien une valeur finie. Et en plus l'infini, est-ce que ça converge? Oui, parce que ça fait sinus racine de t sur racine de t, donc ça, vous prenez le théorème des gendarmes, ça converge bien. Donc comme le crochet converge, c'est-à-dire que la nature de cette série est la même, enfin de l'intégrale, de cette intégrale, est la même que la nature de cette intégrale. Donc je peux écrire ça en fait. Cosinus racine de t sur t dt de 1 à plus infini et l'intégrale de 1 à plus infini de ceci. Donc il y a un moins devant, mais bon, je peux multiplier par moins 1, ça aura la même nature quand même. Donc de sinus racine de t sur sinus racine de t. Ah oui, d'ailleurs, là, je me suis trompé. Là, il y a un... La dérivée de 1 sur racine de t, en fait, 1 sur racine de t, c'est t puissance moins 1,5. Donc en dérivant ça, je fais tomber le... Enfin, je fais tomber le moins 1,5, et ça me fait t puissance moins 3,5. Voilà, c'était juste une petite imprécision. Mais donc, là, la deuxième intégrale, ça fait... donc ça a la même nature que sur t puissance 3,5. Et ce qui est bien, c'est que la deuxième, elle va converger absolument. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on n'a que sinus de racine de t sur t puissance 3,5. Comme sinus de racine de t, c'est plus petit que 1 en valeur absolue, ça c'est plus petit que 1 sur t puissance 3,5. Et le t, il a pour vocation à être positif. Et ça converge entre 1 et plus infini par, par les intégrales de Riemann. Les intégrales de Riemann, donc les intégrales de 1 sur t puissance alpha, convergent entre 1 et plus infini, si et seulement si le alpha est plus grand que 1 strictement, et 3,5 c'est plus grand que 1 strictement. Donc ça veut dire que ça, donc ces deux-là ont même nature, mais cette intégrale-là converge. Donc cette intégrale-là va aussi converger. Voilà, c'est un petit peu ça le raisonnement. Donc par IPP impropre, IPPI, par intégration par partie impropre, cette intégrale-là converge. On va tout de suite passer à la question 2. Il faut montrer que cette famille est sommable. Donc pour montrer que cette famille est sommable, en fait, faut juste montrer que il suffit de montrer que la somme de tous ces trucs pour n appartenant à n en valeur absolue est finie. Parce qu'une somme, une somme de termes positifs, ça peut soit être fini, soit être infini. Donc il faut juste montrer que la somme est finie. Et en fait, on peut raisonner en conditions suffisantes en disant que si cette somme-là, je vais mettre en bleu ce qu'on essaye de prouver, mais une condition suffisante pour que la somme soit finie, c'est le fait que cette somme soit finie. Donc ça va de 1 à plus infini. D'ailleurs, oui, c'est n étoiles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si ceci est fini, et bien par inégalité triangulaire, ceci est plus grand que la somme infinie de n1, de n de 1 jusqu'à plus infini, de ceci. Avec les 3 petits points, c'est exactement la finalité qu'on a. Parce que l'intégrale d'une constante sur un intervalle de longueur 1, ça fait la constante. Donc voilà, si j'arrive à prouver que ceci est fini, alors on aura que ceci est fini, et donc on aura que la famille est sommable.
C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Alors, comment est-ce que je pourrais prouver ce qu'il y a en bleu? Et bien là, il va falloir se dire que cosinus, c'est une fonction qui, en fait, deux éléments de cosinus ne peuvent pas trop être éloignés les uns des autres. C'est ce qu'on peut voir parce que la pente de cosinus ne dépasse jamais 1. Donc s'il y a une certaine distance entre, entre deux éléments, et ben cosinus va forcément réduire la distance entre ces deux éléments. Et ce qui nous donne ça, il faut penser à le dire, enfin, il faut penser à y penser. Euh, Ce qui nous donne ça, c'est l'inégalité des accroissements finis. Donc l'inégalité des accroissements finis, elle nous dit que si on a f qui est une fonction de classe C1 sur un intervalle quelconque, enfin sur un intervalle AB, on va dire, et que f' est plus petit, f' de x est plus petit que k, une constante, pour tout x appartenant à l'intérieur de l'intervalle, cette fois-ci. Enfin, faut bien le retenir que c'est à l'intérieur de l'intervalle, parce que là, ça va pas nous servir, mais des fois, ça nous sert. Ça nous sert de savoir qu'il y a juste besoin de vérifier que c'est positif, enfin, c'est majoré à l'intérieur de l'intervalle. Ça, en général, c'est quelque chose que les gens ne savent pas trop. Et bien si on a ça, ça veut dire que notre fonction, et ben on aura que f de x moins f de y, et ben ce sera plus petit que k fois x moins y. En gros, si la dérivée est majorée, on peut pas avoir les f, enfin la fonction f ne peut pas éloigner deux points trop. C'est juste ça c'est juste comme ça qu'il faut le voir. Et si on fait ça avec la fonction f qui est égale à cosinus, ça veut dire que cosinus prime ça va être sinus. Ah oui, là d'ailleurs c'est une valeur absolue. Donc cosinus prime ça va pas sinus, mais la valeur absolue de cosinus prime c'est bien sinus. Enfin c'est bien la valeur absolue de sinus qui est plus petite que 1. Donc le k va être égal à 1. Donc dans le cas de sinus, on aura que cosinus de x moins cosinus de y. Ah oui, le x et y il est dans l'intervalle de définition. Là notre intervalle on peut prendre r. Hein. Ça n'a pas d'importance. Ça c'est plus petit que x moins y. Et ça c'est vrai pour tout x et y dans R. Voilà. C'est un petit peu ça qu'il fallait voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'était montrer que ça, c'est petit. Et donc, pour montrer que ça, c'est petit, et ben, cette inégalité, elle va être très utile. Ok, donc là, en fait, on la veut pas telle quelle, vu que dans les cosinus, il y a des racines. Donc, en fait, comme cette égalité, enfin, inégalité est vraie pour tout x et y, et ben, elle est aussi vraie pour, par exemple, x égale racine de t, et y égale racine de n. Avec n un entier naturel, positif strictement, et t appartient à n plus 1, parce que c'est sur cette intégrale qu'on va intégrer. Et donc, en prenant notre relation d'en haut pour racine de t et racine de n, ça nous fait ça. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que ceci a une somme finie. Et bien là, on y est presque, parce que déjà, racine de t moins racine de n en valeur absolue, ça c'est égal à racine de t moins racine de n, vu que t est plus grand que n. Et comme on veut un truc qu'on va sommer, donc qui ne va plus dépendre de t, enfin on va sommer sur n, on va majorer ça par un truc qui ne dépend plus de t, donc on va majorer le racine de t par le racine de n plus 1. Et ça c'est très bien, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était pas ça, qui n'est pas sommable, mais on voulait un truc avec du divisé par n ici. Et si on divise tout par n, c'est là que c'est bien, ça devient sommable. Racine de n plus 1 moins racine de n sur n, ça c'est sommable. On aura de l'occasion de le vérifier après. Donc on a, si on divise tout par n, que cosinus de racine de t sur n moins cosinus de racine de n sur n, ça c'est plus petit que racine de n plus 1 moins racine de n. Et ça va être sommable. Pourquoi? On va rapidement le vérifier que c'est sommable. Alors il y a deux façons de le vérifier, soit vous multipliez le dénominateur et le numérateur par le conjugué, mais bon, cette technique en fait, elle est bien, elle est jolie, mais elle est très circonstancielle.
Alors qu'on a une autre technique qui marche tout le temps, c'est de tout simplement faire un DL. Enfin, pas un DL, un équivalent. Racine de n plus 1 moins racine de n, c'est équivalent ou égal hein, à racine de n. Donc on factorise pour avoir un truc qui est proche de 0. Moins 1. Et cette quantité-là, c'est un équivalent de référence en fait. Parce que ça, on peut remplacer la racine par du puissance 1/2. Et en fait, l'équivalent de référence de ça, bah, c'est juste de faire tomber la puissance. Donc ça, c'est équivalent à racine de n. Et on fait tomber la puissance sur ce truc. Donc fois 1/2, je fais tomber la puissance, fois 1 sur n. Racine de n sur n, ça fait 1 sur 2 racine de n. Et 1 sur 2 racine de n, bon, ça c'est pas sommable, mais il faut bien se rappeler qu'on n'a pas encore divisé par n, donc on avait ça. Mais là, si je divise tout par n, ça me fait tout simplement ceci. Et ça converge. Toujours par les, non plus par les, non plus par les intégrales de Riemann, mais par les séries de Riemann. Ça, c'est 1 sur 2 puissance n puissance 3/2. 3/2, c'est plus grand que 1, strictement. Donc ça converge. Donc la somme converge. Et c'est sommable vu que c'est positif. Ça, c'est positif. De toute façon, c'est équivalent à un truc positif. Donc à partir d'un certain moment, c'est positif. Et donc, c'est sommable. Sommable, je rappelle, ça veut dire que la valeur absolue converge. Mais en gros, comme ceci est sommable, eh bien, on peut pas vraiment dire que ceci est sommable vu qu'il y a un t. Et le t, je ne l'ai pas encore intégré. Donc, mais ça a de très grandes chances d'être sommable une fois que j'aurai intégré le t. Mais il y a une petite différence, c'est que nous, on voulait que ça se soit sommable. Et on y est presque. Parce que ce qu'on a là maintenant, c'est que là, on a ça. Et la différence entre ça et ça, c'est qu'il y a un n ici, et là, il y a un t. Mais là, on se dit, ok, on n'y est pas, mais on y est presque. Parce que entre 1 sur n et 1 sur t, comme t est entre n et n plus 1, on se dit qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de distance, et que même si on rajoute un petit terme d'erreur, et ben l'erreur, il y a de très grandes chances qu'elle soit sommable. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire. Maintenant, on va arrêter tous les calculs intermédiaires, on va directement prendre ceci, et on va essayer de le majorer, en faisant apparaître l'erreur, et en montrant que l'erreur, elle est sommable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'intégrale de... Enfin, je vais vérifier que l'intégrale de n à n plus 1 de cosinus racine de t sur t moins cosinus racine de n sur n, ceci c'est sommable. Donc il suffit de le majorer par une quantité sommable. Donc qu'est-ce qu'on avait jusqu'à maintenant? On avait une très bonne majoration, donc qui était sommable pour ce truc-là. Donc quand on a une majoration pour un truc connu, et qu'on veut une majoration pour un truc qui est presque ce truc connu, et ben on fait apparaître le terme manquant. Donc on va faire apparaître ce terme-là qui n'est pas dans ce que j'ai écrit. Donc ça, c'est égal à cosinus racine de t sur t moins. Et là, cosinus de racine de n, en fait, j'aimerais bien qu'il apparaisse avec lui, mais il n'y est pas, donc je le fais apparaître artificiellement. Donc plus cosinus... attends, je vais le faire apparaître ici. Cosinus racine de n sur t. Donc là, j'ai fait apparaître le cosinus racine de n sur t artificiellement. Non, c'est pas celui-là. C'est cosinus de racine de t sur n. Ouais. Donc là, je l'ai fait apparaître artificiellement. Et je vais tout de suite l'enlever. Et je l'enlève ici. Donc c'est moins cosinus de racine de t sur n. Comme ça, c'est comme si j'avais rien fait. Bien sûr, je peux enlever le plus du coup. Et remettre le moins. Voilà. En fait, si je l'ai fait apparaître, c'est parce que je connais très bien la distance entre ces deux-là. Et on aura une erreur, donc l'erreur dont je parlais, c'est celle-là. Mais on va essayer de la contrôler un minimum, et on va voir que 1 sur t et 1 sur n, c'est pas si loin que ça, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un truc sommable. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise l'inégalité triangulaire, et la croissance de l'intégrale aussi.
Donc ça nous fait, bien sûr, il y a le dt. Donc ça nous fait cosinus racine de t, que je peux d'ailleurs mettre en facteur, hein, de 1 sur t moins 1 sur n. Bon, je vais faire rapidement le calcul 1 sur t moins 1 sur n en valeur absolue. Ça fait n moins t sur tn. Voilà, il y a toujours la valeur absolue ici. Je ne sais même pas pourquoi je mets un dt. Plus, et cette fois-ci, on a la valeur absolue de ça. Mais celle-là, on l'avait déjà majorée ici. On l'avait majorée par ce truc qui est sommable. Donc plus racine de n plus 1 moins racine de n sur n. Et ça, on avait dit que c'était sommable. Et on a toujours le dt. Ok, maintenant on va devoir s'occuper de ça. Donc ça, déjà le cosinus de racine de t, je peux utiliser la multiplicativité de la valeur absolue. Donc ça nous donne ça. Et ensuite, une fois que j'ai ça, n moins t c'est positif. Non, c'est négatif justement. Donc c'est t moins n qui est positif. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc je majore le cosinus par 1. Et n moins t, ça devient t moins n. Sur tn. Ouais, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu laisser le 1 sur t moins 1 sur n. Ça aurait donné une somme télescopique, en fait. Mais bon, on va rester comme ça. Donc, n moins t, ça fait, en valeur absolue, ça fait t moins n. Et t moins n, c'est plus petit que n plus 1 moins n. Enfin, oui. Et n plus 1 moins n, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur n fois t. Et t, c'est plus grand que n. Donc ça fait 1 sur n carré. Donc 1 fois 1 sur n carré, ça fait 1 sur n carré. Et l'intégrale de 1 sur n carré, comme ça dépend plus de t, ça fait juste 1 sur n carré. Plus racine de n plus 1 moins racine de n. Et ça, toujours par théorème sur la sommabilité, donc les sommes de Riemann, 2 qui en exposant au dénominateur, c'est plus grand que 1 strictement. Donc, ceci est sommable, et une somme de deux choses sommables est sommable, ce qui fait qu'on a bien que cette quantité-là est sommable. Et rappelez-vous, comme ceci est plus grand, enfin le terme général ici est plus grand que ce terme général ici, et bien la sommabilité de ceci implique la sommabilité de ceci. Ah oui, je dis bien que c'est plus grand en valeur absolue comme ça. Donc ça c'est sommable, et c'est plus grand que la valeur absolue de ça, donc ça c'est sommable. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et une fois qu'on a ça, et ben on va pouvoir passer à la question 3, qui est juste de conclure. Donc comme la somme qu'on a vue était sommable, et ben ça veut dire que ceci, une famille qui est sommable, ça veut dire que la somme de la famille est convergente. Donc on a que cette famille est convergente. Donc, cosinus de racine de t sur t moins cosinus de racine de n sur n. Donc ça converge. Dans la question 1, on avait prouvé que l'intégrale de 1 à plus infini de cosinus racine de t sur t convergeait. Et c'est exactement, par Chasles, c'est exactement dire que la somme des intégrales entre n et n plus 1 converge. Donc ça converge aussi, cette somme. Donc en faisant la différence des deux, on a bien que, en vertu du théorème qui nous dit que la somme ou la différence ou la combinaison linéaire de deux termes généraux de séries convergentes est un terme général d'une série convergente. Donc on a bien que la somme des cosinus racine de n sur n pour n allant de 1 à plus l'infini converge. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà, donc je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer de manière très jolie. Voilà. Maintenant, on va passer à la méthode 2. Donc dans la méthode 2, la première question, en fait, ce que je me rends compte, en fait, si vous êtes là, donc pour la méthode 2, déjà, si vous êtes passé directement à la méthode 2, qui est vraie et quand même plus générale, la méthode 2, parce que la méthode 2, elle permet de, en fait, elle permet de calculer, de montrer la convergence de la somme des fn, si on connaît des choses sur f de t en tant que fonction continue. Et non plus une fonction sur un ensemble discret. Donc c'est assez puissant.
Ça marche pas avec toutes les fonctions, mais enfin, on démontre quand même un encadrement assez puissant, je trouve. Bon, bien sûr, pour faire la méthode 2, en fait, on va quand même avoir besoin de la question 1 de la méthode 1. Donc, faut quand même savoir que l'intégrale de cosinus racine de t sur t converge. Donc, n'hésitez pas à aller au timecode. De toute façon, tous les timecodes je les mets tous sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on va déjà montrer la question 1. Donc, pourquoi on a cette majoration de la différence. Donc, franchement, je la trouve très jolie, cette majoration. Ça permet vraiment de faire le lien entre la valeur que prend la fonction dans les points entiers et la valeur qu'elle prend n'importe où. Et c'est justement ça qui va nous être très utile justement pour montrer que cosinus de racine de n sur n converge en somme, en sachant que cosinus de racine de t sur t converge en intégrale. Donc pour montrer ça, c'est pas si compliqué que ça. On a juste que fn moins l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, c'est tout simplement, je peux faire rentrer le fn dans l'intégrale, parce que fn, en fait, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de fn. dt, parce que fn, c'est une constante. Voilà, et c'est ça qui va bien faire marcher les choses. ft dt. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est maintenant, et là, c'est là le trick, c'est là qu'il y a l'idée intelligente de l'exercice. En fait, il faut remarquer que fn moins f de t, enfin f de n moins f de t, c'est une différence de primitive. Et bien sûr, f, c'est la primitive de quoi? C'est la primitive de f'. Donc en fait, ceci, c'est rien d'autre que l'intégrale de n à t de la primitive, enfin de f' de f' de u, du. Et on garde le dt qu'il y a ici. Voilà, donc en gros, c'est une double intégrale, mais on a le droit de faire ça. Ah oui, j'oublie de vous dire, mais en fait, normalement, c'était pas l'intégrale de n à t, c'était l'intégrale de t à n. Oui, mais par réflexe, j'ai mis les bornes dans le bon sens, parce que sinon, ça me stresse de pas avoir des bornes dans le bon sens. Parce que... parce que, en fait, il y a des théorèmes, on pense jamais à le vérifier, mais théoriquement, pour certains théorèmes, il faut montrer que les bornes sont dans le bon sens. Et par exemple, si les bornes ne sont pas dans le bon sens, et ben des trucs évidents comme le fait que l'intégrale est croissante, et ben ça devient plus vrai si les bornes elles sont pas dans le bon sens. Bon voilà, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais du coup c'est mieux d'essayer de faire en sorte qu'elles soient dans le bon sens, quitte à mettre un signe moins. Mais bon, là le signe moins il disparaît vu que on est avec des valeurs absolues. Et là ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir appliquer l'inégalité triangulaire deux fois. Donc ça va être plus petit que l'intégrale de n à n plus 1 de la valeur absolue de l'intégrale de n à t de f' de u du dt. Voilà, comme ça. Et je l'applique une deuxième fois, en vertu de la croissance de l'intégrale de n à n plus 1. J'applique l'inégalité triangulaire, qui nous donne ça. Et là, en fait, j'aimerais bien avoir un truc qui ne dépend plus de t à l'intérieur, parce que c'est quand même un petit peu embêtant d'avoir deux intégrales. Et si vous vous souvenez bien, ce qu'il fallait montrer, c'était que on avait une majoration par f' en valeur absolue de n à n plus 1. Donc en gros, si j'arrive à ne plus faire dépendre ceci de t, et ben j'aurais fini. Parce que je pourrais enlever l'intégrale l'intégrale externe, on va dire. Et ben ça c'est très bien vu qu'on fait des majorations, donc on peut continuer à faire des majorations, et on peut étendre le domaine. Parce qu'on avait le domaine, c'était de n à t, le domaine d'intégration pour l'intégrale interne. Mais on intègre une fonction positive, qui est f'. Donc ça va être une fonction qui fait ça par exemple, enfin f' en valeur absolue. Mais si je passe de nt, donc si j'intègre comme ça, je passe de nt à n plus 1, donc que j'intègre comme ça, et ben on voit que j'ai intégré plus de choses, vu que la fonction est positive. Et ben donc je fais augmenter l'intégrale en remplaçant mon t par n plus 1. Et ce qui est bien avec n plus 1, c'est que n plus 1, ça ne dépend plus de t.
Donc ce que je fais en fait là, c'est que pour la variable t, j'intègre une constante. J'intègre une constante, ceci est une constante. Et c'est une constante intégrée sur un intervalle de longueur 1, donc ça nous fait 1 fois la constante. Ça c'est égal à 1 fois la constante. Donc l'intégrale de f' de u du en valeur absolue. Et donc ça achève notre question 1. Et là il va falloir conclure, donc il va falloir prendre une bonne fonction f. Bon, la fonction f elle est toute trouvée, f c'est la fonction qui a x associé qui a t associé cosinus de racine de t sur t. Et donc là, on aura trouvé ce qu'il faut faire en fait. Pour montrer que ce qu'on avait montré dans la question 1, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour montrer que la somme des fn, donc la somme des cosinus de racine de n sur n, fn c'est ça, hein, pour montrer que la somme des fn converge, et ben on sait déjà que ceci converge, parce que l'intégrale des ft, on avait prouvé que l'intégrale des ft converge, parce que c'est l'intégrale des cosinus de racine de t sur t. Donc en fait il suffit de montrer que ça, c'est de sommes convergentes. Enfin, ça a une somme convergente. Et comme on a une majoration de la valeur absolue, il suffit de montrer que c'est sommable en fait. Et pour montrer que c'est sommable, une condition suffisante, ce serait de montrer que ça c'est sommable. Et montrer que ça c'est sommable, c'est montrer que f' est intégrable. Et bien c'est exactement ce qu'on va montrer. Donc on a ft qui est égal à cosinus de racine de t sur t. F' donc de t, c'est égal, si je dérive rapidement. Donc on vérifie bien f et c1. Voilà, vous vérifiez, c'est elle est C1 sur 0 plus infini. Voilà, parce que c'est une division de fonction C1, donc c'est C1. Et la dérivée, c'est cosinus de racine de t sur t carré avec un moins. Ensuite, moins sinus de racine de t sur t, et on fait sortir le racine de t. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Ceci, je vous laisse vérifier que c'est intégrable. Pourquoi c'est intégrable? Parce que cette quantité-là est intégrable par Riemann, en majorant le cosinus racine de t par 1. Donc ça, on l'a déjà fait, c'est pour ça que je vais un peu vite. Et ça, c'est intégrable aussi, en majorant toujours le sinus par 1. Et au dénominateur, on aura t puissance 3 demi, 3 demi qui est plus grand que 1, donc c'est intégrable entre 1 et plus infini, par les sommes de Riemann, enfin les intégrales de Riemann. Si j'ai été un peu vite, je vous invite à regarder ce qu'on a fait dans la méthode 1, j'ai tout bien expliqué. Mais en fait, c'est toujours à peu près la même chose qu'on fait. Donc, f' est intégrable, et intégrable, je vous rappelle la définition, ça veut dire intégrable sur 1 plus l'infini, bien sûr. Et intégrable, la définition, ça veut dire que l'intégrale de f' entre 0 et plus infini, en valeur absolue, converge. Et donc, ça veut dire que la somme, ça c'est juste châle, hein, la somme pour n allant de 1 à plus infini de l'intégrale de n à n plus 1 de f' converge aussi. Ce qui veut dire que cette somme-là, ce terme général, la série de termes généraux ceci, va être sommable. Je veux dire que cette famille-là est sommable. Mais c'est exactement ce qu'on avait prouvé. C'est exactement ce qu'on avait prouvé dans la partie 1, enfin, par la première méthode, mais là on a prouvé un truc un peu plus puissant. Parce que si vous voulez, vous pouvez recréer un autre exercice à partir de ça. Vous modifiez juste votre fonction f, vous prenez f égale je sais pas quoi, mais il faut juste que l'intégrale de f', cette intégrale-là, converge entre 1 et plus infini. Et une fois que vous avez ça, vous avez que la somme des fn, peu importe la fonction f, qu'elle soit moche ou belle, peu importe, et bien ça va converger. Donc c'est quand même, la méthode 2, elle est quand même beaucoup plus puissante que la méthode 1, vu qu'elle permet de faire beaucoup plus de choses. Elle permet de montrer que toute une famille de fonctions aboutit à des sommes convergentes, donc c'est pas mal. Donc ceci est sommable, et donc même argument, c'est la même chose.
Et donc ça achève notre exercice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus des comme ça.